En 2003, un drone robotisé a plongé à près de 450 mètres de profondeur en mer du Nord, à la recherche d'un sous-marin nazi disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs s'attendaient à trouver une épave rouillée. Mais lorsque la caméra du drone a finalement pénétré la coque brisée de l'U-864, une étrange chose est apparue dans l'obscurité des centaines de conteneurs métalliques, scellés alignés les uns après les autres. Au départ, les scientifiques ont cru à une cargaison militaire ordinaire. Ils se trompaient. Ces conteneurs renfermaient quelque chose de si dangereux que même aujourd'hui, 80 ans plus tard, les gouvernements cherchent encore comment le gérer. Plus le drone explorait le sous-marin en profondeur, plus la découverte devenait inquiétante. Car l'U-864 n'était pas un sous-marin comme les autres. Il faisait partie d'une des missions les plus secrètes de l'Allemagne nazie. Une mission impliquant des armes expérimentales, un métal toxique rare, et la seule destruction d'un sous-marin de l'histoire par la méthode Verdun. Alors que cachait exactement ce sous-marin? Et pourquoi les experts affirment-ils que remuer l'épave aujourd'hui pourrait déclencher une catastrophe environnementale? Si les découvertes mystérieuses comme celle-ci vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne car ce n'est que le début de ce que les chercheurs ont découvert à l'intérieur de l'U-864. Plongeons-nous dans ce mystère. La découverte, mer du Nord, au large des côtes de Fed en Norvège. Février 2003. Depuis des mois, les pêcheurs locaux perdaient leurs filets au même endroit, à environ 12 000 nautiques des côtes. Quelque chose d'énorme se trouvait là-dessous. Quelque chose à 450 mètres d'altitude endommageait systématiquement leur matériel lors de leur passage. L'administration côtière norvégienne a finalement dépêché une sonde sonar pour cartographier la cause du problème. Sans doute un conteneur, peut-être une formation rocheuse. Erik Solheim, l'opérateur sonar qui analysait les données, est resté figé devant son écran pendant 30 bonnes secondes avant de prononcer un mot. L'image était sans équivoque. Un sous-marin, un gros sous-marin gisant sur le flanc dans la vase, remarquablement intact malgré 6 décennies passées au fond de l'océan. Le trou était toujours intact, la tour de guet était toujours en place. Et tenez-vous bien lorsque les enquêteurs ont comparé les coordonnées aux archives historiques. Ils l'ont identifié instantanément. Il s'agissait du U-864, un sous-marin de type 9D, 2O qui avait quitté Bergen en Norvège, le 5 février 1945. Un sous-marin que les services de renseignement de la marine britannique suivaient de près. Un sous-marin qui n'a jamais atteint sa destination. Mais cette identification n'était que le premier choc. Lorsque les équipes environnementales norvégiennes ont analysé l'épave, l'instrument a détecté du mercure et non des traces ni d'anciens résidus provenant d'équipements de navigation. La docteure Hilda Ellingson, scientifique environnementale principale de l'équipe d'enquête, a récupéré les données sur la contamination et a immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec l'administration côtière. Les relevés n'étaient pas seulement élevés, elles étaient des milliers de fois supérieures aux limites de sécurité. Tout le fond marin entourant l'épave était devenu une zone morte toxique. Voici ce qui s'est passé. 67 tonnes de mercure avaient été chargées à bord de l'U-864 avant son départ de Bergen. Cela représente 61 tonnes de métal liquide contenu dans des conteneurs en acier à l'intérieur d'une coque qui se corrodait depuis 58 ans. Les conteneurs se fissuraient les uns après les autres, libérant le poison dans le courant. Et la contamination se propageait dans l'une des zones de pêche les plus poissonneuses d'Europe. Le gouvernement norvégien a immédiatement bouclé la zone. Il a dépêché sur place des historiens navals, des spécialistes des matières dangereuses et des consultants en sauvetage en eau profonde. Tout le monde posait les mêmes questions. Pourquoi un sous-marin nazi transportait-il autant de mercure? Où allait-il et que contenait-il d'autre? Car en réalité, le mercure était la substance la moins dangereuse dans ce compartiment.
Si vous regardez jusqu'ici, l'histoire est sur le point de prendre une tournure bien plus sombre. Ce pan d'histoire a été délibérément dissimulé pendant 6 décennies et ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant car la suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'opération César. Retournons en février 1945. L'Allemagne est en train de s'effondrer. L'armée rouge progresse rapidement vers l'Est. Les forces américaines et britanniques ont franchi le Rinée. Berlin tombera dans 3 mois. Nul n'ignore que la guerre s'est perdue. Pourtant, les dirigeants nazis refusent de capituler même de loin. Lorsque des chercheurs ont commencé à examiner les archives navales allemandes et britanniques déclassifiées après la découverte de 2003, ils ont mis au jour un élément qui reléguait le Mercury au rang de simple détail. Le 864 n'était pas un simple sous-marin de ravitaillement. Il était au cœur de l'opération César, ultime tentative désespérée de l'Allemagne nazie d'échanger ses technologies d'armement les plus avancées avec le Japon impérial contre des matières premières qu'elle ne pouvait plus se procurer. Et voici le point crucial, les 67 tonnes de mercure servaient essentiellement de camouflage. Certes, elles étaient précieuses, indispensables pour les détonateurs, les interrupteurs et les procédés de fabrication dont le Japon avait un besoin urgent. Mais le Mercury dissimulait ce qui avait réellement été chargé à bord du sous-marin lors de 2 semaines de travaux de terrassement ultra secrets à Bergen. Le 864 était commandé par le capitaine de corvette Ralph Ryer Walram, un officier chevronné ayant participé à de nombreuses patrouilles de combat. Son équipage comptait 73 hommes. Il savait qu'il s'agissait d'une mission sans retour. L'Allemagne serait vaincue bien avant qu'il ne puisse revenir. Mais la cargaison rendait la mission vitale et l'équipage ignorait tout de ce qu'il transportait. Voici l'aspect étrange du départ de l'U-864. Les dockers de Bergen ont passé 2 semaines entières à charger ce sous-marin sous haute surveillance armée. Les caisses arrivaient de nuit. Les manifestes étaient signés par des officiers de grade supérieur à celui du commandant de la base. Plusieurs membres d'équipage ont écrit plus tard à leurs familles, lettres interceptées et archivées par les services de renseignement allemands, qu'ils n'avaient jamais vu un tel dispositif de sécurité pour une mission de transport de marchandises. Quel que soit le chargement, une personne extrêmement puissante voulait qu'il soit livré à tout prix. La stratégie consistait à longer la côte norvégienne vers le nord, à gagner l'Atlantique Nord, puis à contourner le cap de Bonne-Espérance par le sud pour atteindre le Japon en évitant les eaux contrôlées par les Alliés tout au long du voyage, soit 12 milles nautiques sans ravitaillement. Un voyage qui prendrait des mois s'il survivait. Les services de renseignement britanniques savaient que le sous-marin était parti. Ils connaissaient approximativement sa cargaison et ont ordonné à tous les navires disponibles à proximité de le localiser et de le détruire avant qu'il ne prenne le large. Le 864 n'a jamais dépassé la Norvège. Le HMS Venturer, un sous-marin britannique de classe Vic, repose dans les eaux glacées au large des côtes norvégiennes. À l'intérieur, l'air est imprégné d'odeurs de diesel, de sueur et d'humidité. La coque craque sous la pression. Chaque son semble amplifié. Chaque respiration paraît assourdissante. Le lieutenant James Landers se tient à la table de navigation, une main appuyée contre la cloison. Ses ordres sont clairs, un U-boat allemand tente de gagner l'Atlantique. Localisez-le, détruisez-le. Nous sommes le 9 février 1945, 4 jours après le départ de l'U-864 de Bergen. À 8h00, l'opérateur hydrophone du Venturer, un jeune marin penché sur son casque, détecte un bruit. Un bruit d'hélice lointain, régulier, sans équivoque. Il signale au blanchisseur, cap nord-ouest. Les 2 sous-marins restent immergés. C'est là que les choses se corsent. En 1945, attaquer un autre sous-marin, alors que les 2 bâtiments étaient immergés,
était considéré comme quasiment impossible. Les sous-marins chassaient les navires de surface. Ils ne s'affrontaient pas à l'aveuglette sous les vagues. Attaquer un autre sous-marin en plongée impliquait d'estimer sa trajectoire et sa vitesse. Et en profondeur sans confirmation visuelle, puis lancer des torpilles le long d'une trajectoire d'interception prévue en espérant atteindre leur cible. Personne dans l'histoire de la guerre navale n'y était jamais parvenu. Landers donna l'ordre de suivre le sous-marin. Pendant 3 heures, le HMS Venturer suivit l'U-864 dans les eaux obscures. 3 heures de silence, 3 heures durant lesquelles l'équipage respirait à peine, marchant pieds nus pour éviter tout bruit susceptible de révéler leur position. La température dans le carré chuta à mesure qu'ils descendaient. De la condensation ruisselait des tuyaux au plafond. Personne ne parlait de lui-même. Le seul signal reçu était le faible battement rythmé des hélices du sous-marin allemand capté par l'hydrophone. Mais voilà le problème. L'U-864 changeait constamment de profondeur et de direction. Wolfram savait qu'il était poursuivi. Il zigzaguait plongeant puis remontant, tentant de semer ses poursuivants. Une manœuvre d'évitement classique enseignée dans toutes les écoles de sous-marins du monde. Et c'est précisément là son erreur. Landers repéra un schéma. Toutes les quelques minutes, l'U-864 virait changer de profondeur puis reprenait son cap initial avec une régularité d'horlogerie. Landers vérifia son chronomètre, mesura les intervalles, reporta les projections sur sa carte, avec un crayon dont son officier de navigation affirma plus tard qu'il n'avait jamais tremblé. À 12h12, Landers donna l'ordre « Feu ». 4 torpilles furent lancées en formation déployée, chacune visant l'endroit où Landers prévoyait que l'U-864 se trouverait à différents moments au cours des 3 prochaines minutes. Un calcul pur et simple. Aucune image, aucune confirmation, juste des calculs tracés sur une carte et 4 armes filant dans l'obscurité vers une cible invisible. L'équipage du HMS Venturer attendit. 1 minute de silence, 2 minutes. L'opérateur de l'hydrophone serra son casque contre ses oreilles. Puis ils l'entendirent. L'explosion fut massive. Puis vinrent les détonations secondaires, le bruit du métal qui se déchire sous l'eau, des cloisons qui s'effondrent, puis le son le plus terrible qu'un sous-marinier puisse entendre, le long gémissement d'un sous-marin qui se disloque en plongeant vers le fond. Une des torpilles de Landers avait touché l'U-864 à l'avant, ouvrant la salle des hautes pressions. L'eau s'engouffra à une vitesse dévastatrice. À 450 mètres de profondeur, il n'y avait pas d'échappatoire, pas le temps de larguer du ballast. La différence de pression était bien trop extrême. 73 marins allemands périrent en quelques secondes. Landers venait d'accomplir un exploit historique. Un sous-marin en immersion avait détruit un autre sous-marin en immersion, une première dans l'histoire navale. Un calcul mathématique parfait, réalisé dans l'obscurité la plus totale et sous une pression insoutenable. Mais voilà, Landers ignorait tout de ce qu'il venait d'empêcher d'atteindre le Japon. Pour lui, c'était une patrouille réussie, un autre sous-marin détruit. Il ne découvrirait la vérité que des décennies plus tard. Ce que le drone avait découvert. Pendant 58 ans, l'U-864 reposa dans l'obscurité oubliée. Une simple épave de guerre parmi d'autres se décomposant au fond de la mer. Puis arrivèrent les ROV. Lorsque les autorités norvégiennes déployèrent enfin des véhicules télécommandés pour examiner l'intérieur de l'épave en détail, les découvertes arrivèrent par vagues, chacune plus accablante que la précédente. Le véritable but du mercure. 67 tonnes de mercure ne correspondent pas à une production industrielle ordinaire. Voici ce qui est en réalité logique. Le mercure est essentiel à la fabrication des systèmes de détonation des armes atomiques. Une bombe atomique nécessite des explosions d'une précision extrême pour comprimer le cœur nucléaire et déclencher la réaction en chaîne. Cette précision exige de nombreux interrupteurs et détonateurs à mercure.
En 1945, l'Allemagne et le Japon menaient tous deux des recherches sur les armes atomiques. L'Allemagne possédait le savoir-faire technique mais manquait d'uranium. Le Japon avait accès à l'uranium via ses territoires asiatiques occupés, mais ne parvenait pas à construire un dispositif fonctionnel. L'accord était simple, l'Allemagne fournissait le savoir-faire et les matériaux et le Japon renvoyait l'uranium. Magni, un landhistorien naval norvégien consultant pour l'enquête sur l'épave, fut le premier à établir le lien entre la quantité de mercure et la production de détonateurs d'armement. Il confia plus tard aux journalistes qu'en faisant les calculs, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une cargaison industrielle mais d'un programme d'armement. Pourtant, le mercure n'était pas l'élément le plus dangereux à bord. Loin de là, les réacteurs et les plans d'armement représentaient le danger le plus important. 2 réacteurs E262 complets étaient également stockés. Ces moteurs issus de la technologie révolutionnaire des avions de chasse allemands étaient convoités par le Japon qui implorait cette technologie capable de lui assurer la supériorité aérienne dans le Pacifique. À leur côté se trouvaient des viseurs optiques de pointe, des composants de torpilles et des fusées infrarouges et des caisses de plans techniques témoignant d'années d'avancée de l'ingénierie allemande. Et puis il y avait les passagers des techniciens, des physiciens, des ingénieurs et des scientifiques allemands qui savaient construire, entretenir et reproduire chaque équipement embarqué. Ces hommes n'étaient pas de simples soldats, ils étaient le vecteur même du transfert de connaissances. À eux seuls, ils auraient fait de l'U-864 l'une des missions sous-marines les plus importantes de la guerre. Mais les drones n'avaient pas encore terminé leur analyse. L'uranium dissimulé dans la cargaison déclaré inoffensivement comme matériel optique sur le manifeste contenait en réalité des conteneurs d'oxyde d'uranium. Il ne s'agissait pas d'un matériau de qualité militaire, mais d'un matériau de qualité recherche que les scientifiques japonais pouvaient utiliser pour accélérer leurs expériences atomiques. En 2005, un archiviste de la marine britannique, Peter Hennessy, travaillant sur des dossiers déclassifiés de l'Amirauté, a recoupé les codes de la cargaison avec des documents allemands saisis. Lorsqu'il a comparé les entrées du manifeste aux chaînes d'approvisionnement connues du programme atomique, il s'est adossé à sa chaise et a fixé le plafond. Il a écrit plus tard qu'à ce moment précis, il avait compris pourquoi le gouvernement britannique avait gardé l'U-864 classifié si longtemps. Et tenez-vous bien, même l'uranium n'était pas le pire les armes biologiques. C'est là que les choses se compliquent. Lorsque les caméras du ROV ont inspecté la soute arrière, elles ont révélé des conteneurs qui ne figuraient sur aucun manifeste de chargement. Des conteneurs militaires allemands scellés soigneusement placés parmi d'autres cargaisons contenant des cultures de bactéries du charbon. Le pilote du ROV, un sous-traitant nommé Lars Grindel, qui manœuvrait la caméra sous-marine, aurait interrompu le balayage et contacté par radio le navire de surface. Il a indiqué à son supérieur qu'il fallait faire demi-tour et joindre un militaire. Ce qu'il a observé à l'arrière du sous-marin ne correspondait à rien dans le rapport de récupération. L'Allemagne développait des armes biologiques depuis les années 1930. Elle avait testé l'anthrax, le botulisme et d'autres agents pathogènes sur des prisonniers dans des camps de concentration. Elle avait fabriqué des bombes capables de disséminer des agents infectieux sur de vastes zones, des obus d'artillerie chargés de bactéries et des plans visant à contaminer l'ensemble des réserves d'eau. Hitler a publiquement affirmé qu'il n'utiliserait jamais d'armes chimiques ou biologiques. Ce n'était que de la propagande. Le programme était vaste, bien financé et produisait activement des agents déployables. En février 1945, alors que le Reich s'effondrait, ces recherches furent embarquées à bord d'un sous-marin et dirigées vers le Japon. Voici pourquoi c'est important. Le Japon possédait déjà son propre programme d'armes biologiques. L'unité 730 basée à Manchuria menait d'horribles expériences sur des prisonniers chinois depuis la fin des années 1930. La peste, le choléra et le charbon étaient testés sur des sujets humains vivants. Des bombes en céramique remplies de puces infectées par la peste avaient été larguées sur des villes chinoises.
Les réserves d'eau étaient contaminées par le choléra. L'unité 731 était sans doute plus avancée que le programme allemand en termes de déploiement, mais les deux programmes n'avaient jamais échangé d'informations jusqu'à présent. La cargaison biologique du U-864 comprenait non seulement des cultures de charbon, mais aussi une documentation technique exhaustive. Les méthodes d'armement allemandes, la production en masse d'agents biologiques, leur conservation à long terme, leur dissémination par aérosol sur de vastes zones, tout ce dont le Japon avait besoin pour industrialiser ses capacités en matière d'armes biologiques. Et voici le plus effrayant, l'U-864 n'était que le premier chargement. Les archives allemandes montrent que plusieurs cargaisons transportant des agents biologiques vers le Japon étaient prévues. Si l'Allemagne avait survécu 6 mois de plus, si la guerre s'était prolongée jusqu'en 1946. L'échange de technologies d'armes biologiques entre ces deux puissances aurait pu être catastrophique, à une échelle inimaginable. La dissimulation. Après la guerre, les services de renseignement naval britanniques ont classé secret défense tout ce qui concernait l'U-864. La version officielle était simple. Un sous-marin britannique coule un sous-marin allemand. Un engagement de routine, rien d'alarmant. Mais voilà le hic. En coulisses, les services de renseignement britanniques étaient au courant de tout. Ils avaient intercepté des documents de la marine allemande. Ils avaient interrogé les officiers survivants du U-boat. Ils connaissaient le mercure, les moteurs à réaction, l'uranium et la cargaison biologique. Le problème était simple. Admettre que l'Allemagne avait envoyé des armes biologiques au Japon soulevait une série de questions auxquelles personne ne voulait répondre. Où sont passés les scientifiques allemands spécialistes des armes biologiques après la guerre? Qu'est-il advenu de leurs recherches? La réponse était troublante. Nombre d'entre eux avaient été recrutés dans le cadre de l'opération Paperclip et de programmes similaires. Les États-Unis recherchaient des ingénieurs en aérospatial, des concepteurs de moteurs à réaction et bien sûr des experts en armes biologiques. Les Soviétiques en capturèrent autant qu'ils le purent. La Grande-Bretagne prit sa part. Personne ne souhaitait révéler que d'anciens chercheurs nazis en armes biologiques étaient désormais employés par des Occidentaux. L'U-864 resta donc caché. L'emplacement de l'épave ne fut jamais révélé. Le manifeste de sa cargaison demeura classifié. Même l'exploit historique du HMS Venturer a été délibérément minimisé dans les archives navales officielles. Et il ne s'agit pas de spéculation. Lorsque des historiens navals britanniques ont tenté de rédiger des comptes rendus détaillés des patrouilles du Venturer dans les années 1960, on leur a indiqué que certaines opérations restaient confidentielles. Le naufrage d'un sous-marin, même de routine, ne reste pas classifié pendant 20 ans à moins qu'il n'ait jamais été de routine. Pendant la guerre froide, les deux superpuissances ont développé des programmes d'armes biologiques à partir de recherches initialement menées par l'Allemagne nazie et le Japon impérial. La vérité sur l'U-864 aurait soulevé des questions quant à la part du programme nazi, qui a réellement pris fin en 1945 et celle qui a simplement changé de main. Ce n'est qu'au début des années 2000, après la fin de la guerre froide et la disparition de la plupart des participants, que les documents ont finalement été rendus publics. L'heure des comptes a sonné. La cargaison biologique de l'U-864 représente un sujet que nous n'abordons pas suffisamment, la proximité d'une aggravation de la guerre durant sa dernière année. L'unité 730 et un japonaise avait déjà tué des centaines de milliers de civils chinois en propageant délibérément des maladies. Elle savait comment militariser la peste, le choléra et l'anthrax. Ce qui lui manquait, c'étaient les méthodes de production industrielle allemandes et les recherches menées par l'Allemagne sur les systèmes de dispersion par aérosol. L'U-864 transportait la solution à ces deux problèmes, et c'est ce qui rend cette histoire si troublante. Si ce sous-marin avait atteint le Japon, si les experts allemands en armes biologiques avaient pris contact avec l'unité 731, la dernière année de la guerre du Pacifique aurait pu être bien différente.
Le Japon aurait-il utilisé l'anthrax contre les forces américaines envahissant Okinawa, en réaction à l'invasion planifiée de l'archipel japonais? Nous savons qu'ils y ont songé. Nous savons qu'ils en avaient les moyens. Seule la production en masse constituait un obstacle. L'Allemagne leur envoyait la solution à ce problème à bord d'un sous-marin qui, 4 jours après son départ, fut touché par une torpille britannique dans l'obscurité. Le lieutenant James Landers ignorait tout cela lorsqu'il tira ses 4 torpilles le 9 février 1945. Il obéissait aux ordres. Et en obéissant, il a involontairement empêché l'un des pires scénarios de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'épave repose dans l'obscurité. Le mercure continue de s'échapper, contaminant lentement les eaux environnantes. Les conteneurs biologiques sont très probablement cédés. 73 marins sont encore prisonniers de la carcasse en acier rongée par la corrosion. De jeunes hommes qui ont obéi à des ordres pour une mission dont ils n'ont jamais vraiment compris le sens. Et la vérité sur ce qu'ils transportaient est restée cachée pendant 6 décennies, car les gouvernements de tous bords avaient des raisons de l'étouffer. Un drone sous-marin a rompu ce silence. Il a scanné l'intérieur de l'U-864, et ce qu'elle a découvert n'a pas seulement permis d'expliquer la présence d'un sous-marin. Cela a aussi expliqué pourquoi les Alliés ont classé une épave comme top secret. Pourquoi la course aux armes biologiques s'est accélérée après 1945, et comment une seule torpille tirée à l'aveugle en mer du Nord a peut-être sauvé plus de vies que n'importe quel autre tir de toute la guerre. Cette épave repose toujours au fond, elle fuit toujours. Elle recèle encore une partie de ses secrets. Si cette histoire a changé votre regard sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, laissez un commentaire et dites-moi quel aspect vous a le plus marqué. Était-ce la cargaison biologique, la dissimulation ou le fait que Landers n'ait jamais su ce qui l'avait empêché? Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour que nous puissions continuer à dévoiler des pans d'histoire que personne n'était censé découvrir. Car ce n'est pas le dernier secret enfoui sous l'océan.